Aujourd'hui, vous êtes avec Kafétien Gomis, ancien sauteur en longueur français. Bienvenue sur Athlètes Mondiaux. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Athlètes Mondiaux, le podcast 100% athlète qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Cette semaine, je reçois Kafétien Gomis, triple médaillé européen en saut en longueur. Kaf a d'abord décroché l'argent au championnat d'Europe de Barcelone en 2010 et l'année suivante en salle à Paris, puis le bronze à Zurich en 2014. Dans cet épisode, Kaf revient évidemment sur ses débuts, sur ses médailles, mais aussi sur les moments marquants de sa carrière et sur sa réputation d'homme du dernier essai. Le son n'est pas toujours parfait, je m'en excuse, j'espère que ça ne gênera pas votre compréhension. Bonne écoute. Salut Kaf, bienvenue sur le podcast. Merci de l'invitation. J'avais hâte. T'avais hâte, tu te demandais peut-être si j'allais finir par t'inviter, mais évidemment que j'allais t'inviter. Bien sûr, depuis le temps qu'on se connaît. Oui, on peut pas faire un podcast d'athlète sans inviter Tonton Kaf. Je pense que c'est la première fois que je t'appelle Tonton Kaf, mais je sais que beaucoup de gens t'appellent comme ça. Beaucoup de gens m'appellent comme ça. Certains ne savent même pas pourquoi on m'appelle Tonton Caf. J'allais te demander justement. Pourquoi en fait, ça arrivé en 2009. Ça a commencé par deux athlètes. Le premier, c'était Yoann Decimus, Oui. 400 mètres haies, qui faisait son premier grand championnat. Et comme on se connaissait, on essayait avec d'autres athlètes, bien sûr, lui donner des conseils justement par rapport à la gestion de son championnat. Donc lui, de cette relation, elle a commencé à m'appeler tonton. Et le deuxième, c'était Teddy Tango. Pareil, sur ce championnat, on m'avait demandé d'être en chambre avec lui, que j'avais accepté avec un grand plaisir. Pareil, des petits conseils, des trucs. Même si au final, j'avais pas beaucoup plus d'expérience de grands championnats que lui. Mais là, je faisais que le tonton est apparu. Après, au fur et à mesure, d'autres ont pris le relais comme un surnom. Mais c'est un beau surnom, je trouve. Ça montre comment il te voit. C'est pas qu'une question d'âge. Au début, je le prenais quand même pour une marque de respect. Oui. Il y a l'âge qui fait aussi que, mais peut-être qu'à force, il dessert. Ah bon? Aujourd'hui, donc, je suis retraité, je suis diplômé, mais pourtant, je travaille pas dans l'athlète. Donc, je garde ce truc amical, oui, tonton, ouais, truc, on me demande des conseils, mais t'as l'impression que passer le cap de, c'est plus tonton Caf, le copain, le truc, mais c'est Cafétien, l'entraîneur. Il y a peut-être cette image qui fait que... Ouais. Donc après, mais quand on m'appelle tonton, c'est surtout quand c'est des athlètes que j'apprécie, il n'y a pas de souci. Ok, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que quand tu étais enfant, tu avais d'autres surnoms? Parce qu'à l'époque, donc, on t'appelait pas Tonton Caf, évidemment, quand tu étais enfant. Souvent, c'était Cafette, ou comme étant jeune, on utilisait le verlan, donc Fetka. Caf est arrivé par la suite, quand je suis arrivé sur l'île, donc vers 19 ans, Caf est apparu. Après, il y a peut-être d'autres surnoms plus intimes, mais je vais les garder pour moi. T'as le droit. C'est quoi tes souvenirs les plus anciens? Premiers souvenirs dont tu te souviens? Par rapport à l'athlète ou Non, en général, dans ta vie. dans ma vie? Grande famille. Moi, je suis né on habitait dans un pavillon. Il y avait tout le temps du monde chez moi, des invités, même des gens qui n'étaient pas invités, qui étaient là. Donc, ouais, des grands frères, des grandes sœurs, un petit frère aussi qui arrivait par la suite. Mais tu vois, ouais, tout le temps dehors, à jouer, à découvrir les choses de la vie par moi-même, en fait. Accompagné de mes aînés. Oui, j'ai l'impression que tu es très famille. Oui, je suis très famille parce que mes parents étaient très famille et eux-mêmes ont grandi dans cette culture de la famille. Et après, c'est vraiment famille au sens large. C'est pas papa, maman et les enfants. Ok. T'as les oncles, t'as le frère du cousin de l'autre qui, au final, tu vas l'appeler tonton. Voilà. C'est tout ça qui a fait cette harmonie familiale et qui m'a permis mon éducation aussi. Et justement, c'est quoi les valeurs que tes parents t'ont inculquées, à toi et tes frères et sœurs? Qu'est-ce que tu estimes devoir à ton éducation? Déjà, j'ai la chance d'avoir eu des parents très ouverts, cultivés. Toi, je suis originaire du Sénégal. Mon père est né au Sénégal. Et toi, quand il arrive en France, il parlait français, il écrivait français. Donc, il avait une certaine culture. Tout ça, ça a permis justement des bons moments. Ça a permis de découvrir. Une des grosses valeurs que mes parents nous ont inculquées, c'est le respect de l'autre. Peu importe ta culture, que tu sois arabe, musulman, que tu sois juif, que tu sois noir catholique ou noir musulman, il n'y a aucune importance. Et
l'être humain qui est en face de toi qui est important. Ouais. Voilà, le respect de l'autre. C'est une chose que j'ai toujours gardée et que moi, aujourd'hui, j'essaie d'inculquer à mes enfants, c'est déjà bonjour, merci, c'est la base. Juste ça, juste bonjour, en fait, c'est quelque chose de grand. C'est quelque chose de très grand, même. Mhm. Mais tu sais, je vais te raconter un truc. Je me souviens à Liévin d'avoir croisé ton frère Gus. Et vous vous ressembliez très fort, donc c'était évident que c'était ton frère. Et il nous connaissait pas, il nous a dit bonjour. Et je me souviens que je me suis dit, il ne connaît pas, il dit bonjour. C'est pas le cas de tout le monde. Donc tu vois, ça m'étonne pas ce que tu dis que vos parents vous ont appris à dire bonjour, parce que c'est pas que toi, c'était pareil pour lui. Et en fait, ces trucs-là, même, toi, je vais pas te dire par intérêt, parce que c'est pas comme ça qu'on. Mais des fois, tu vas te dire bonjour à une personne qui, peut-être un an, 2 ans après, elle va se rappeler de toi parce que tu as dit bonjour et cette personne, bah, c'est le responsable de quelque chose. Ouais. Je veux dire, tu vois, c'est. Mais une fois de plus, on n'a pas été élevé dans cet intérêt. En fait, le bonjour, c'est tu rentres quelque part, tu dis bonjour, c'est normal. Ouais. Toi, tu rentres dans un ascenseur, tu as 3 personnes, bonjour, ça coûte rien. Oui, non, mais on est d'accord, mais tout le monde le fait pas. Tout le monde le fait pas. Ouais. Alors je sais pas si tu sais, mais tu as un point commun avec Ashton Eaton. Est-ce que tu sais quel est ton point commun Euh, sur vos débuts? Sur nos débuts, il a fait de la hauteur, il a commencé tard, il s'entraînait pas. T'es en train de nous faire ton autobiographie. Non, en fait, il a eu envie de commencer l'athlé après avoir vu Mike Powell et Carl Lewis. Bah oui. L'impact qu'ils ont eu, ces deux-là, c'est dingue le nombre d'athlètes de haut niveau actuels ou anciens qui ont eu envie de faire comme eux. Et toi, il y a pas si longtemps que ça, j'avais fait un projet éducatif et j'avais invité Patrick Montel. Et en fait, je voudrais limite l'intégrer également dans ce truc-là parce que clairement, moi, quand je regarde Mike Powell, Carl Lewis, je vois 2 mecs qui volent, où il y a un record du monde. Et en fait, je suis pas d'une culture athlée. Mes parents n'ont pas fait de l'athlé, j'ai aucun frère ou sœur qui a fait de l'athlé. Je regarde, mais à ce moment-là, la seule chose ou la seule personne qui me fait entendre que je vis quelque chose d'exceptionnel, en fait, c'est le commentateur TV. Donc, en l'occurrence, c'était Patrick Montel. Ouais. Et de la façon dont il transmet aussi le truc, ça, avec toute son énergie. Et là, tu prends tout ça, donc tu as l'image, tu as le son. Et là, tu dis, ah ouais, c'est ça que je veux faire, en fait. Peut-être que si j'avais juste vu un mec sauter, j'aurais dit, ouais, c'est cool, et là, je serais passé à autre chose. Oui, parce que si t'as pas les références, tu sais pas ce que vaut la perf. Là, peut-être si tu as des parents qui t'expliquent, qui te donnent le truc, ouais, tu peux comprendre. Mais là, je connais pas du tout l'athlète. Et là, tu tombes sur ça. Et du coup, ça te donne envie de regarder les autres disciplines. Tu vas courir, tu vois l'autre lancer. Tu veux faire ça. Après ça, mon frère Gustave m'emmène à l'athlète. Donc, je m'inscris. Je me souviens très, très, très bien des premiers entraînements. Donc, il n'y avait pas de salle. Donc, on était pas des sports, mais une toute petite salle. Une toute petite salle. Donc, on apprenait à faire des gammes, on apprenait à faire tout ça. Donc, tu dis, ouais, c'est bien. Première compétition, octobre, novembre, première compétition, t'emmène dans un champ, dans un cross-country. Quand t'as 10, 11 ans, le décalage entre moi, j'ai vu de l'athlète à la télé et tu me jettes dans un champ boueux, il pleut, il fait froid, le choc, il est violent. Derrière ça, tu te dis, ben, j'y retourne pas. En fait, je me suis fait carotte. Et effectivement, j'ai mis du temps avant d'y retourner, avant de vraiment accrocher à ce sport, même si j'avais toujours ce truc-là. Après, quand vient les beaux jours et tu commences à pouvoir aller dehors, ben, tu y vas. Pareil, tu découvres. T'es un peu, tu vois, les triathlons quand t'es jeune, tu dois faire un lancer, une course et un saut. Ouais, ça c'est quoi? Ah, c'est le triple saut. Ah bah c'est quoi? Ah bah tu fais comme ça. Oh bah tiens, je vais essayer. Donc tu essaies, tu gagnes cette compétition, tu te retrouves qualifié sur un autre truc. Mais en fait, j'ai vraiment fait du saut en longueur. Alors dis-toi, j'ai commencé à 11 ans l'athlète. J'ai vraiment fait du vrai saut en longueur à 19 ans. Entre-temps, j'ai disparu, je suis revenu, j'ai fait du triple saut, j'ai fait un peu de hauteur. Et vraiment, faire de la longueur, ça a commencé à 19 ans quand je suis arrivé sur l'île. Et donc des sauts quand même. Il y a des coachs qui avaient repéré que t'avais du pied, ou c'est juste que toi, ça te plaisait? Non, c'est moi, c'est moi. Après, j'ai cette sensation que, de toute façon, t'es plus à l'aise dans les sauts en bondissant que Qu'à en lancer le lancer un poids. javelot, par exemple. Après, peut-être que si on m'avait orienté, vraiment petit, on m'avait orienté vers une discipline en particulier, peut-être que j'aurais fait autre chose. Mais là, non, c'était, j'allais à une compétition, surtout les compétitions de début de saison quand t'étais petit, t'arrives, ouais, là, c'est la longueur, ouais, tiens, je vais en faire aujourd'hui. Ouais, là, c'est quoi, triple saut? Ouais, ouais. Et un jour, je me retrouve à faire de la hauteur, je fais 1m95. Je dis, ah, bah, ouais, c'est pas mal,
Bah, tiens, je vais faire de la hauteur aussi. Mais on m'a pas mis sur une discipline en me disant des petits, ben voilà, on va t'apprendre cette technique, c'était free. Mais t'as tout de suite été bon quand même dans ces disciplines-là. J'ai cru en fait que j'étais bon. T'as cru? Bah oui. Alors je vais te raconter vraiment mon histoire d'athlète par rapport à mon évolution et tout. Et tu vas peut-être comprendre mon état d'esprit. Dis-moi. Donc, je faisais du triple saut. On me disait, justement, à l'école, je me disais, ouais, t'es doué. Et forcément, quand tu dis à un mec de 15, 16 ans, il est doué, en fait, il y croit. Mm. T'y crois. Donc, si t'es doué, en plus, toi, c'est dangereux parce que si t'es doué, c'est que t'as pas besoin d'en faire plus. T'as pas besoin de t'entraîner. Tu vois, je sais, quand t'es pas dans le truc, donc c'est tout. Je faisais mes petites compétitions dans les alentours de Saint-Quentin et je m'en sortais, je gagnais, je finissais deuxième. Voilà, bien. Sauf qu'un jour, je fais les interrégionaux, donc à Villeneuve-d'Ascq. Donc là, je sors de mon petit monde. Et à cette compétition, je voulais faire 14 mètres. J'avais comme objectif de faire 14 mètres. Et pendant la compétition, en fait, je me fais défoncer. Il y a Guy Pindy que tu as connu, que tu connais. Guy Pindy, ancien triple sauteur qui a fait plus de 15 mètres du Lille Métropole, à SPTT Lille anciennement. Et en fait, dans la compétition, il fait 15 mètres pour la première fois, je crois qu'il doit faire 15 mètres 10 ou un truc dans ce genre-là. Et là, je vois son coach à côté, Yvan Kadar, qui gesticulait, qui encourageait. Mais non, c'est pas comme ça, vas-y, mais plus et tout. Et là, toi, il y a un truc qui me frappe le cerveau, qui me dit, attends, il y a un problème là. Moi, je suis là avec mes piteux 13 mètres 95, on me dit que je suis bon. Moi, je crois que je suis bon. Et là, il y a un mec qui a un an de moins que moi, qui vient de faire 15 mètres, et son coach, il est sur le côté, il est pas content. Tu vois, là, j'ai dit, ah, il y a un problème. Donc j'ai discuté avec lui, il dit ouais, salut, il m'explique, ouais, je m'appelle Guy Pindy, ouais, je m'entraîne à Lille et tout, lui c'est mon coach, ok. Je rentre chez moi, je vais voir mon père, je lui dis, à la rentrée je vais à Lille. Il me regarde, j'avais une sœur qui vivait sur Lille, il me regarde, il me dit, bah si tu veux, mais vas-y, pas, tu fais tes études, tu continues. Je dis ouais, je fais toutes mes démarches tout seul. Je trouve un lycée, je trouve un lycée à Gaston Berger à Lille. Une fois que j'ai fait mes démarches, je vais voir ma sœur, je lui dis papa il a dit que je pouvais venir. Donc ma sœur elle m'accueille malgré elle qui était aussi étudiante. Donc moi je me retrouve inscrit à un lycée à Lille et je vais voir. Je fais plusieurs pendant les vacances, je fais plusieurs stades parce que en fait je sais que c'est à Lille mais je sais pas où. Premier réflexe, je vais à Villeneuve-d'Ascq. Je trouve porte fermée. Après on me dit ouais peut-être la SPTT. Je vais à la SPTT. Je vais au bureau. Au début les sessions d'entraînement c'est tel jour, tel jour, tel jour. Je vais. Et là, je le revois au loin comme ça, mais toujours avec la même énergie et tout. Et je dis, ah, c'est bon, je l'ai identifié, faut que j'ai son nom. Et à la rentrée, moi, je fais ma rentrée scolaire. Et quelques jours après, je me présente à lui. Oui, bonjour, je m'appelle Kafetchan Gomis, je voudrais m'entraîner avec vous. Il me regarde, il me dit, bah, bienvenue. Ouais, et là, j'ai pas de référent, je suis personne. J'ai un record en longueur à 6 mètres 30. Et là, je te dis ça, j'avais 18 ans. Non, j'avais 19 ans, pardon. Donc, j'ai un record en longueur à 6 mètres 30. J'ai un record au triple saut à 13,95. Et en hauteur, j'ai fait 1,95. Donc, toi, à 18-19 ans, c'est pas terrible. Mais c'est allé vite après. Après, ça a été vite. Et ça a été vite juste parce que, en fait, j'ai compris à quoi servait l'entraînement. Déjà, Yves me donnait envie de m'entraîner. Donc, ça veut dire que j'étais assidu aux entraînements. Et en fait, ouais, je crois, je suis arrivé en septembre. En avril-mai, je fais une compétition. Je fais 7 mètres 30. Donc, je vois mon record en longueur d'un mètre. Tu dis, ah ouais, en fait, c'est à ça que ça sert l'entraînement. Et derrière, c'est parti. C'est parti. Mais là, ouais, j'avais un coach qui m'a donné envie, qui me donnait envie de m'entraîner et qui me faisait progresser. En plus, qui était bon dans ce qu'il faisait. Donc, c'est bien de donner l'envie. Mais si en plus de ça, le coach, il est performant, il est compétent. Et tu vois, et là, je pense qu'à ce moment-là, je suis devenu athlète. Avant ça, je faisais de l'athlète, mais quand je suis arrivé à Lille, je suis devenu athlète. Donc, il y a vraiment tout le processus d'entraînement, commencer à faire aller attention à mon alimentation. J'étais investi dans mon truc. Comme pour reprendre Yves, je pense, avant, je consommais de l'athlétisme, j'étais que consommateur, et une fois arrivé là-bas, ouais, j'étais plus acteur, j'étais investi dans la chose. Et forcément, quand tu t'investis, bah, après, ça va très vite. Oui. Le talent aidant aussi, évidemment. Ouais, c'était peut-être là, mais c'était pas exploité. Non pas que les coachs étaient pas compétents, mais peut-être que eux, ils avaient pas trouvé le bon truc pour m'animer. Ouais. Pour m'animer, pour que je sois tout le temps présent aux entraînements. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont et qui ont été dans mon cas, qui ont du talent, mais qui n'ont pas trouvé la personne qui fait que tout bascule.
Mais j'ai un autre invité qui m'a dit ça, un certain Salim Sdiri. Il m'a dit la même chose que toi, que lui, il avait eu la chance de rencontrer Daniel Demier, et c'est pareil, c'est les rencontres. Ouais, non, mais c'est ça. De toute façon, c'est la vie en général est faite de rencontres, est faite de choix. Et à un moment, toi, je t'ai dit, moi, personne m'a pris par la main pour aller à Lille. Et à un moment, je vois un mec un peu foufou sur le côté. Là, ça me tilte. Je me fais frapper sur la compétition. Peut-être que si j'avais gagné cette compétition, ou peut-être même si j'avais fait 14 mètres dans cette compétition, je serais rentré chez moi, j'aurais dit, ouais, je suis un crack. Tu vois. Et après, pour revenir encore plus sur le truc de t'es doué. Et en fait, quand je suis arrivé à mes premiers championnats de France, là, je me suis dit, mais en fait, t'es une crotte. T'es quelle année les premiers? Premier chez les jeunes, en espoir, donc en 2000. Donc là, en fait, toi, quand j'étais sur Saint-Quentin, j'avais pas cette culture de la clé. Moi, je faisais mon truc. Toi, on n'avait pas Internet, on n'avait pas accès aux infos aussi vite. Donc, ce qui se passait ailleurs, tu le savais pas forcément. Donc, toi, 82, 92, 93, toutes ces années-là. Donc, toi, 2000 déjà, Internet, ça commence à arriver. Les informations commencent à arriver. Et là, quand je suis sur l'île, en plus, là, vraiment, je suis investi dans la clé. Et là, tu commences à entendre, ouais, il y a un jeune qui a fait ça. Ouais, il y a telle personne, il a fait ça. Ouais, il y a un mec. Alors, quand je vais dire les noms donc des mecs de ma génération, autant toi, Michael Anani, qui fait de 20 à 14 ans ou un truc dans ce genre-là, Ladji Doucouré, Fabrice Caligny, Ronald, toi, tous ces mecs-là, mais d'un coup, tu as toutes ces informations qui arrivent. Et là, tu dis, ouais, non, en fait, t'es pas du tout doué, mec. Non, non, non. En fait, toi, tu pensais que, mais donc t'as intérêt à travailler et ça n'a pas manqué de toute façon. Premier championnat que je fais en hauteur. Première barre, c'est 2 mètres. Moi, j'avais fait 2,02 avant. Je me fais sortir en qualif. Et l'été, je fais mes premiers championnats de France en longueur. Pareil, je me fais sortir en qualif. Je regarde la finale, je suis dans les tribunes. Frédéric Hérin gagne avec 7,97. Salim fait deuxième avec 7,95, je crois. Là, tu dis, ouais, là, tu y es pas du tout. Mais ouais. Donc, ça cogite là-haut et bah, tu repars à l'entraînement. Heureusement, c'est à ce moment-là, j'étais déjà devenu un amoureux de l'entraînement. Ouais. Donc, tu repars à l'entraînement et tu y vas, quoi. Et le choix de te spécialiser dans la longueur, il s'est fait quand? 2000. Je crois que 2000, je fais encore les deux. Je fais encore les deux. Mais après, ouais, de toute façon, en hauteur, j'étais pas assez grand pour pouvoir prétendre à de grandes choses. Tu mesures combien, toi? 1,85. C'est plus que Stéphane Holm. Wow. Non, tu vois. Non, après, et je t'ai dit, il y avait déjà des fous furieux. Quand tu croises les sauteurs en hauteur, ouais, tu te dis, j'ai rien à faire avec eux. Va dans un truc où tu peux t'exprimer, tu t'en sors, même si t'es pas encore là-haut, mais en plus, à la hauteur, c'est frustrant. Parce que Tu tu finis t'arrêtes sur un toujours échec. comme Michel. Ah ouais, toujours. Ouais, je crois que 2000, je fais mes derniers concours de hauteur où j'ai dû en faire encore un peu, mais après, c'est vraiment la longueur. Moi, le premier souvenir que j'ai de toi, c'est les Franciliers de 2004. Un sacré concours. Cette ville. C'était avant les Jeux d'Athènes, un des nombreux qui t'ont forgé ta réputation d'homme du 6e essai. Il y avait une densité de dingue à ce concours. Ouais, mais tu sais que c'était au cinquième essai? Ah, c'était le 5e. Oups. Pourquoi j'ai cru que c'était le 6e? Je fais ça au cinquième essai. Et en fait, moi, je vais te raconter. Alors, pareil, c'est un peu long. Oui, mais il y a une anecdote que j'avais voulu que tu me racontes avec un stage national à Dakar. C'est ça que tu vas me raconter? C'est ça. Avec Avec Kader Kader Kouchi. Klouchi. Oui. Alors, toi, 2004, je fais un stage national. Donc, à ce moment-là, t'as Kader qui est là, qui est encore recordman de France. T'as Salim, t'as Michael Loria, c'est Rémi Robert. Toi, t'as des anciens, des gars qui ont déjà fait 8 mètres et tout, posés. Donc, Gérard Vialette, qui était l'entraîneur national. Et à un moment, pendant le stage, on fait une petite réunion, comme ça, discussion. Et Gérard demande les objectifs de chacun. Donc, tout le monde répond les jeux. Et moi, naturellement, je réponds les jeux. Et Gérard me regarde, il me dit, confonds pas rêve et objectif. Oh, là, ça rigole autour de moi, ça charrie. Et toi, à ce moment-là, ouais, j'avais pas encore eu mes 24 ans, j'ai 23 ans. Toi, ça pique un peu. Ouais. Ça pique. Donc, c'est tout. Je retourne en chambre. Et je suis en chambre avec Kader Klouchi. Et Kader qui pense qu'il a vu ma tête décomposer. Et il me dit, ouais, non, écoute, si c'est ton objectif, c'est ton objectif. Il laisse jamais personne te dire quel doit être ton objectif. Toi, à ce moment-là, au moment où il me dit ça, en fait, je suis à 7,85 mon record.
pour se qualifier au jeu, il fallait faire 8,20 m. Voilà. Donc, c'est un monde. Ouais. C'est vrai. Donc là, on est en janvier. En février, je fais 7,99 en salle. Donc toi, déjà, je me rapproche du truc, de la barre des 8 mètres. Donc, c'est tout. L'été, je commence les France FFSU à Saint-Quentin en plus. Je fais 7,99. Je refais 7,99 avec trop de vent. Et après, j'ai un creux. Je suis dans un trou, les compètes ne se passent pas forcément comme je le voudrais et tout. Je fais meeting d'Argentan, si je dis pas de conneries, avec 7,50. Et sur la route de retour, Yves, le coach, me dit, est-ce que tu y crois encore? Je lui dis, ouais, on a 15 jours, on va préparer les 15 jours. Et en fait, sur ces 15 jours, il y a un truc qui se passe. Tout à l'heure, je disais, je me suis professionnalisé et tout. Et en fait, sur cette période, je pense que je suis encore monté d'un level parce que j'avais vu un ostéo qui m'avait dit, ouais, t'es carbo. T'es carbo, là, au niveau des ischios et tout. Et lui, il me dit, écoute, là, c'est soit tu continues comme ça, tu pètes, ou soit là, tu vais te donner un petit régime à faire, tu le suis, tu te fais masser, tu fais une bonne récup, et toi, ça va aller. Donc, j'arrête de boire du lait, je mangeais des salades le soir, buvais un jus de citron à jeun le matin. Ok. Vraiment, j'étais sur un truc vraiment encore. Je payais, j'avais trouvé un masseur à côté de chez moi. Donc 2-3 fois dans la semaine, j'allais me faire masser. Et toi, j'étais vraiment, je m'étais rentré dans un processus professionnel. Voilà. Et en fait, ce truc-là est du feu dans les jambes. Sauf que j'arrive en France, échauffement, je commence à avoir une crise d'angoisse. Là, j'ai des nausées et tout, je suis pas bien. À cause de l'enjeu? Ouais, l'enjeu, mais franchement, je pourrais même pas l'expliquer parce que j'étais pas forcément stressé. Et en plus de ça, là, dans ma tête, je m'étais dit, écoute, même si tu vas pas au jeu, au moins, t'as objectif intermédiaire, c'est faire 8 mètres, déjà, être sur le podium. Et après, s'il y a plus, il y a plus, tu vois. Donc, moi, je suis dans ces trucs que je m'échauffe, petite nausée et tout, je suis pas bien. Et là, d'un coup, il y a une main qui se pose sur mon épaule. Et toi, bizarrement, tout de suite, ça redescend. Je tourne la tête sur la gauche, Kader Klouchi. Encore lui. Pareil. Alors qu'il était en compétition lui aussi, il était dans les mêmes objectifs. Il me dit aujourd'hui, la personne la plus importante sur la piste, c'est toi. Il me dit, regarde pas ce qui se passe, il dit, concentre-toi sur toi. Et il repart. Là, je reprends mon échauffement et tout. Je suis apaisé, là, le concours arrive. Pareil, j'avais plein de petits signes comme ça. J'ai ma sœur qui est venue avec mon beau-frère et ma mère, qui m'appelle. Ma sœur essaie de m'appeler, j'entends pas. Mon beau-frère, avec sa grosse voix, il essaie de m'appeler, j'entends pas. Et en fait, à un moment, j'entends juste une toute petite voix comme ça qui sort d'un coin de la tribune. Ils étaient même pas dans la tribune, ils étaient en contrebas. J'entends juste une toute petite voix, tourne la tête, cherche, et je vois direct ma mère. Là, je savais pas qu'elle venait, donc là, pareil, t'as un petit truc, et c'est tout. Moi, je suis concentré dans mon concours. Et le concours commence, je fais 8 mètres pour la première fois de ma carrière. Premier essai? Deuxième ou troisième, peut-être au troisième. Je fais 8,03. Je suis sur le podium à ce moment-là. Et en fait, je suis prêt à m'en satisfaire. Je me dis, tu fais 8 mètres, tu fais ton premier podium. C'est pas des mauvais championnats. Si tu repars avec ça, et en fait, au 5e essai, ils passent tous devant moi. À ce moment-là, là, Salim a déjà fait 8,23. Il menait le concours. Yann Domenech fait 8,19. T'as Manu Banguet qui fait 8,12. T'as Frédéric Hérin qui fait 8,09. Il y avait un sacré niveau. Et toi, moi, je suis à 8,03, je suis 5e du concours. Et en fait, à ce moment-là, je l'acceptais pas. Et pour faire une petite parenthèse et un petit flashback, en 2003, à Narbonne, je fais des championnats de merde. Il y avait beaucoup de vent, tout le monde avait fait des grosses pertes. Et moi, j'étais là à attendre que le vent baisse et tout. Et t'avais Serge Elan qui m'avait attrapé à ce moment-là, qui m'avait attrapé par l'oreille, qui m'a dit, écoute-moi bien, un championnat, c'est fait pour être gagné. Un meeting, c'est fait pour faire des performances. Donc, tu t'en fous de prendre du vent, pas de vent, truc, tu sautes pour gagner. En fait, ce truc-là revient dans la tête. Donc, je suis 5e. Je dis, mec, t'es dans un championnat. Arrête tes calculs. S'il faut que tu remontes sur le podium, remonte sur le podium. En fait, je m'élance dans ce but-là, en fait. Podium, gagner, je sais pas, mais je pouvais pas me contenter de mon 8,03. C'est pas des mauvais championnats. Et je fais 8,21. Je sors du sable, je suis en train de pleurer. Je pleure. Je contrôle même pas. Et Yves descend de la tribune, il me dit, calme-toi, c'est pas fini. Il dit, le concours n'est pas fini. Normal, avec tous les fous furieux qu'il y avait. Et là, mais c'est vrai, à ce moment-là, j'aurais très bien pu retourner à ma 5e place. Ouais. Moi, j'ai fait pourquoi pas, en fait, à ce moment-là. Donc, je suis là, je suis en train de pleurer, et je les vois passer un par un comme ça et tout. Et d'un coup, on me dit, c'est à toi de sauter. Je me lève, j'essuie mes larmes, et j'y suis même plus. Je sais même pas ce que je fais au dernier essai. Et toi, derrière, tu te retrouves 4 ans après être arrivé à Lille, tu te retrouves qualifié olympique. Ouais. Après, tu recroises Gérard Jalette. Excuse-moi et tout. Non, mais peut-être, il avait peut-être raison. C'est pas qu'il avait peut-être raison. En fait, il avait raison de me le dire.
Peut-être qu'il y avait d'autres façons de le dire. En fait, c'est ça le truc. Ouais. Voilà. Mais ça m'a servi, de toute façon, dans tous les cas. Ça m'a servi parce que, à ce moment-là, peut-être que sur le moment, je me suis écroulé et, il y a un gentil monsieur qui m'a relevé et qui m'a dit d'avancer, quoi. Non, mais s'il n'avait pas été là, Kader Clouchy, peut-être que tu te serais juste écroulé et que... Et ça, peut-être que, voilà. Fin de mois. Ouais. Mais d'ailleurs, quand tu as eu ta médaille à Barcelone, tu l'as remercié, Kader, non? C'est pas ça? Directement. Ouais. Et je trouve ça beau, la gratitude. Ouais, mais j'ai dit, moi, ça fait partie de ce truc-là, de mon éducation, de l'importance de l'aîné et compagnie. Moi, Kader, c'est 15 jours de stage que je passe avec lui. Je suis là, je suis en petit, dans ses paroles. Il me parle de James Bond, il me parle lui, il était fan de James, donc il me parle de musique, il me parle d'athlète, il me parle beaucoup de choses, tu vois. En plus, toi, Kader, qui est un artiste. Ouais. Donc, il parle de tout ça. Et en fait, ouais, tout ça, ça me sert. Tout comme dans ma carrière, un mec comme Cheick Touré, il m'a servi de modèle. Et toi, moi, je me souviens d'un truc. C'est pour ça aussi qu'un mec comme Kader, je peux que le remercier. Mes premiers championnats de France élite en salle, Yves Cadas était encore au triple saut. Et moi, j'ai les qualifs. Donc, les qualifs, fallait être à Liévin à 8h du matin. Et il me dit, ouais, mais moi, j'arriverai plus tard pour le concours. Donc, je suis là, je connais personne. Je m'assois dans la tribune comme ça. Il y a deux mecs qui me serrent la main. Kader et Cheick. Tu vois, comme par hasard, c'est deux qui ont une influence directe sur ma carrière. Il y a d'autres sauteurs avec qui j'ai partagé des moments qui m'ont apporté des choses aussi, mais pas aussi impactantes que ces deux-là. Donc ouais, Kader, j'étais obligé. Et il me dit, mais pourquoi merci? Je lui dis, mais en fait, tu te rends pas compte de ce que tu m'as apporté, la manière dont tu me l'as apporté, en fait. Ouais. Je l'inviterai, Kader. Tu me donnes envie de l'inviter. Je l'ai pas encore fait. Ouais, mais... non, il faut. Donc à Barcelone, j'étais dans le stade, je m'en souviens très bien. Là pour le coup, c'est au dernier essai, là je ne me trompe pas, que tu décroches la médaille d'argent, mais tu avais commencé par un très bon premier saut à 8 mètres, c'est ça? Ouais, j'avais déjà commencé par de bonnes qualifs. Un qualif aussi, je fais 8 mètres. Donc le lendemain, il fallait faire 8 mètres parce que je crois que les 12, on avait fait plus de 8 mètres. Pour montrer aussi le niveau du championnat. Et là, je commence par 8 mètres. Et pareil, toi, il y a toujours, derrière ces performances, il y a toujours des choses importantes. Le matin du concours, de la finale, je suis au petit déjeuner, et là, t'as Renaud. Donc, entre-temps, j'ai changé d'entraîneur. Je suis parti sur l'INSEP avec Renaud Longuèvre. Ouais. Et t'as Renaud, donc c'est la première saison que je fais avec lui. Il vient au petit déjeuner, s'assoit en face de moi, et il me dit, ce soir, faut que tu sois un autre athlète. Il me dit, en fait, faut que tu sois un athlète qui sera champion d'Europe. Il faut que tu sois prêt à répondre à tout. Il dit, s'il y a un mec qui fait 8m10, fais 8m11. S'il y a un mec qui fait 8m20, fais 8m21. Il dit, et si, pour gagner, tu dois battre le record de France, bat le record de France. Tu vois, donc, direct, dès le matin, il me met dans le mood, alors que je viens de me réveiller, j'ai peut-être encore des crottes dans les yeux, mais direct, il me met en mode compétition. Elle attend pas la petite discussion avant de rentrer au stade. Là. Dès le matin, elle te met dedans. Et là, ça cogite, ouais. Et en fait, la vérité, c'est que je peux pas être, entre le matin et le soir, je peux pas être un athlète différent. Mais c'est juste, faut que j'aborde les trucs, les choses comme je sais le faire, mais en gros, ton dernier essai, faut que tu le fasses au premier essai. En gros. Donc, je fais 8 mètres au premier essai. Et après, festival. Mordu jusqu'au 5e. Enfin, 5e aussi, mordu. Et en fait, au 6e, toi, j'ai encore les sensations, je me lève. Et en fait, mes jambes, elles flanchent. Et je me dis, non, pas maintenant. Pas tout de suite. Après, j'ai le ventre qui est serré et tout. Et je dis, non, pas maintenant. Pareil, tu te mets en mode, de toute façon, c'est le dernier, t'as rien à perdre. Je suis 6e du concours, je crois. Au pire, tu risques quoi? Au pire, tu restes 6e. Tu peux gratter une place de toute façon, 6e, 4e, pareil, ça change pas. Sauf si un jour, il y en a qui ont dit, ouais, 4e, 8e, donc vas-y, tente. Et là, je mélange, je bats mon record qui datait de 2004. 3 cm, 6 ans pour prendre 3 cm. C'est cher payé, hein. En championnat, je prends une médaille d'argent. Donc ouais, au bon moment. Et les 4 sauts mordus, tu considères que c'était des sauts perdus ou ils t'ont appris quelque chose? Non, en fait, moi, les sauts mordus, ça... Alors, quand c'est des vrais sauts où t'engages et tout, ouais. et en fait, moi, ça me donne, j'enregistre une sensation. C'est une sensation. Pour le coach, ça permet de réguler, de dire, pousse, hop, t'étais trop près, t'étais trop loin. Mais faut arriver à faire la même chose. Faut réussir à répéter les mêmes choses. Et si tu veux, en fait, quand je suis arrivé à Paris, Renaud trouvait que je foulais trop long. Donc, il voulait me restreindre. Donc, au lieu de passer mes 6 dernières foulées à 14, je crois que j'étais à 14,30, limite 14,50, donc pour faire mes 6 dernières foulées sur ma fin de course, il voulait que je passe à 14 mètres.
donc plus serré pour apprendre vraiment Ok. à m'obliger à mettre du rythme et donc toute la saison comme ça. Et en fait, arrivé au championnat, il me dit ouais, recule, mais 14 ans. Et toi, c'est comme si t'étais à cheval, tu tirais sur les rênes et d'un coup, tu lâchais les chevaux. Ouais. Donc en fait, j'ai plus d'espace, mais moi, c'est la première fois de la saison que je me retrouve avec ce truc-là. Donc en fait, putain, je me lâchais. Mais voilà, je mordais, j'enregistrais des sensations. Et en fait, en moment, je pense que j'y vais. Et comme j'ai toujours été dans ce truc de me freiner, de mettre du rythme, et là, j'y vais, je mets du rythme. Alors je sais pas si je suis trop loin, je suis trop près, peu importe en fait. J'y vais, je me pose aucune question. En fait, je suis dans aucun calcul. Je me pose pas de questions, j'y vais. Et après, il y a des choses, des fois, je fais instinctivement. C'est pas, je vais pas dire, ouais, je l'ai travaillé à l'entraînement ou quoi. C'est instinctif. Et ça passe. Ça passe. Et après, là, t'es assis et t'attends. T'attends parce que, Ouais. pareil, dans ce concours, quoi, les cinq qui sautaient derrière moi, ils avaient déjà tous sauté, ou quasiment tous sauté plus loin que moi, déjà dans la carrière, dont Salim. T'avais Salim, t'avais Androuo, t'avais Tsatoumas, tu vois, tout ça. Donc, pareil, un peu comme en France en 2004, t'es passé devant, mais tu peux très bien te retrouver derrière et fin. Donc là, tu pries, tu regardes pas trop, et après, on m'a dit, j'ai sorti Salim du podium. J'ai dit oui, mais non, en fait. Non, parce que moi, j'ai tiré ma dernière cartouche. Et eux, ils avaient encore tous une cartouche, tu vois. Donc j'aurais très bien dégagé du podium et retrouver sans Mm. rien. Et c'est quoi la part de risque quand tu arrives au dernier essai? Tu sais que t'as plus qu'une chance. Tu dis que t'as rien à perdre. Mais ça veut dire que voilà, tu lâches les chevaux et t'es prêt à... Ouais. Tu vois, j'ai réfléchi à j'ai fait une formation pour faire des conférences. Et dans cette formation, je devais réfléchir justement et moi, j'avais pris mon sujet, c'était la prise de risque. Et en fait, ce qu'il y a de beau avec la prise de risque, c'est que, en fait, c'est une prise de risque seulement vue de l'extérieur. Ok. C'est que les gens, en fait, quand tu vois Federer ou Nadal battre deux matchs contre eux et sur un revers et te la met dans le coin du court, tout le monde va dire ouais, elle a pris un risque. Mais en fait, lui, non, pour lui, c'était pas un risque. Oui, il savait ce qu'il C'était le faisait. geste qu'il fallait faire et il était sûr de son geste, en fait. Tu vois. En fait, c'est ça le truc. C'est de l'extérieur, ça paraît comme un risque. Et en fait, moi, je suis dans la maîtrise de ce que je sais faire. Tu vois, je fais mon truc et Mm. en Ok. fait, c'est pas aléatoire. C'est pas, je ferme les yeux et là, à ce moment-là, comme j'ai dit, j'ai enregistré des sensations. Et après, j'ai comme ce petit radar, des fois, qui me fait dire, ouais, t'es trop loin, t'es trop près. Et je m'adapte Mhm. assez vite. Mais après, forcément, on se rappelle forcément des sixièmes essais qui sont passés. Mais tu te douteras bien qu'il y en a certains qui, pour rien du tout, m'ont laissé sur le bord de la route pour un championnat. Ouais. Mais à ce moment-là, c'est ce qu'il fallait faire et je l'ai fait. Je l'ai pas inventé. Je l'ai fait parce que je le sentais comme ça. Mais tu penses que c'est juste positif, cette capacité à sortir le saut quand il faut au dernier moment, ou est-ce que ça montre que t'arrives pas à te mettre dedans vraiment dans les essais précédents? C'est positif dans la mesure où je me dis, toi, j'ai toujours de la ressource. Donc, je bataille, j'enregistre des sensations. Et après, je sais pas, j'ai peut-être un chute d'adrénaline, je sais pas trop. T'as la peur qui monte, mais elle te paralyse pas. En Mhm. fait, c'est comme un instinct de survie. Demain, t'as un ours qui te court après, crois-moi, peut-être que Usain Bolt, tu pourras le battre, hein. Tu vois. J'en doute un peu, Ah mais non, bon. mais je veux dire, tu vas aller au-delà des capacités que tu ne douterais pas. Et Mhm. limite, moi, c'est un truc dans ce genre-là qui se passe. Et vraiment, j'ai une montée, j'ai une peur. Vraiment, et là où le négatif, c'est justement quand je le recherche. Ouais. Quand je le recherche en me disant, ouais, c'est pas grave, ça va passer au dernier. Et toi, quand c'est calculé comme ça, et en fait, t'es pas du tout dans le Ouais. même truc. Donc t'es là et tu passes à côté, ou tu fais un bon saut, mais il te manque 2 centimètres pour passer en finale. Voilà. Donc c'est un truc j'en ai peut-être joué, ça m'a peut-être coûté des qualifs sur une finale ou peut-être des médailles, tu vois. Mais tu vois, je me suis construit comme ça. En tout cas, je suis content d'avoir ce petit truc qui, d'un coup, donne un coup de fouet. Mais quand il est trop recherché, ouais, ça devient négatif. Et tu penses que tu avais aussi un ascendant psychologique sur tes adversaires? Parce qu'à force, ils te connaissaient et ils se disaient, lui, il faut pas l'enterrer. Tant qu'il lui reste un essai, il peut encore gagner ou il peut encore avoir la médaille. Bah, l'ascendant psychologique, c'était pas tant sur ça. Ok?
Mais c'est surtout quand tu as fait tout ton concours en tête et au sixième, tu as un gars qui te passe devant. Et là, toi, tu dois trouver les ressources. Et toi, je pense que ça a été une différence entre Salim et moi, parce que Salim, c'est carré, premier essai, il pouvait tuer le concours, et ciao, basta. Et tu sors à 8 mètres 20 premier essai, et limite, il se met sur le côté à manger un sandwich et il te regarde, quoi. Non, mais, non, mais vraiment, il y a des compétitions où c'était ça. Il faisait 8 20 au premier et ciao, toi, t'étais là. Et moi, c'est ce truc-là aussi qui m'a fait progresser. Et dès lors où le niveau, je me rapprochais de lui sur des moments où j'arrivais à passer, justement, il avait pas toujours la capacité de revenir, tu vois. Parce que lui, pareil, peut-être qu'il s'était construit comme ça, en se disant, moi, c'est bam, premier, je donne tout, je les tords dans tous les sens. Et comme ça a longtemps marché, bah, il est resté dans ce truc-là. Il s'est pas senti en danger. Sauf que moi, c'est ça qui m'a fait progresser, en fait. Vous êtes longtemps affrontés, vous avez partagé beaucoup de podiums au championnat de France, mais il a de meilleurs records que toi, parce qu'il a les records de France, mais tu as Ouais. plus de médailles internationales que lui. Donc c'est intéressant. Bah non, mais c'est ça, mais je t'ai dit, je pense que c'est par rapport à nos caractères, par rapport à la façon de construire nos concours, ça peut Ouais. l'expliquer. Et c'est un performeur. Performance, compétiteur aussi, attention. Mais et performance très, très millimétrée dans... C'est pas quelqu'un qui mordait énormément. Et moi, j'étais un peu plus foufou. Donc, des fois, ça passait. Des fois, je rongeais mon frein. Je finissais deuxième, je rentrais. Mais par contre, moi, pareil, la chance que j'ai eue dans ma carrière, c'est d'avoir eu un adversaire comme Salim. Il était déjà au niveau, il faisait déjà les grands championnats. Salim, il a 2 ans de plus que moi. Donc, on est de la même génération. Et je mesurais à chaque championnat l'écart qu'il y avait entre nous. Et des fois, quand je pensais m'être rapproché, bim, il en remettait une couche. Donc, j'apprenais à le battre lui, et ça m'a servi à gagner des médailles en grand championnat. Ouais, c'était la belle époque quand vous étiez là tous les deux. Ouais, ouais. Après, je sais pas si lui m'a toujours pris pour un adversaire. Je t'ai dit, je partais de loin. Je Ouais. partais de loin. Quand t'as 8-20, que t'as des mecs à 7,80, tu te sens pas en danger. Tu vois, c'est normal. On faisait pas le même sport. On faisait pas la même discipline. J'étais pas son adversaire. J'étais concurrent dans le même concours que lui. Non, mais c'est vrai. J'étais un concurrent. Dès lors où tu commences à te rapprocher, là, tu deviens adversaire. Là, on peut discuter. Je peux te regarder dans les yeux et te dire, bon, aujourd'hui, on va se taper. En tout cas, il a dit du bien de toi dans son épisode. Bah, moi, je lui dis bien lui aussi, parce que je t'ai dit, et pareil, toi, avec Salim, en fait, on a eu, parce que c'était vraiment une relation, on a été pas tout de suite adversaires. Donc, lui, il était en haut, à l'arrivée. Après, on commence à être adversaires. Donc, il y a une relation un peu, pas tendue, mais toi, on savait pas trop comment faire. Donc, des fois, on se retrouvait dans la même chambre, on n'échangeait pas beaucoup. Avant le truc, genre, chacun dans son lit, ouais, je vais manger. Ouais. Mais tu vois, c'est ce truc-là. Et après, tu te dis, mais en fait, non, ton adversaire, c'est pas lui. Lui, c'est ton coéquipier. Et les adversaires, c'est les autres. Et là, la relation, elle change. La relation, elle change, le truc, les discussions. On partage des stages ensemble, en stage. Alors que peut-être que 5, 6 ans avant, ah non, faire un stage avec Salim. Mais non, pourquoi faire? Pour faire quoi? Ah non, 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 moi, je veux pas faire de stage avec lui, je veux le battre. Et non, c'est pas ça, t'as pas compris en fait, Coco. C'est justement, et là, tu seras à côté de lui. C'est là que t'apprends, t'observes. Et quand il a eu son accident, quand le javelot l'a transpercé au meeting de Rome et qu'il a été arrêté, bon, ça aurait pu être bien pire que ça n'a été, parce qu'il s'en est sorti. Dans son malheur, il a eu de la chance. Toi, te connaissant, j'ai déjà la réponse à la question. Je suis sûr que tu t'es pas dit, oh ben, ça fait un adversaire en moins pendant quelques mois. Mais Ah comment, non, non, non. je m'en doute bien, mais comment t'as vécu les choses? Bah, moi, en fait, je me souviens très très bien ce jour-là. J'étais à Saint-Quentin. En fait, c'est mon père qui m'appelle. Mon père qui m'appelle et tout, mais toi, inquiet. Et je te jure que à ce moment-là, quand il m'en parle, j'ai l'impression qu'il me parle de son fils. Et je te jure, c'est l'impression qu'il me donne et tout. Il me dit, ah, t'as des nouvelles et tout, là. Et moi, je savais pas ce qui se passait. J'étais pas devant la télé. Il me dit, mais si, Salim et tout, là, javelot. Je lui dis, c'est quoi le délire? Après, j'essaie de prendre des nouvelles. On me dit, ouais, il a pris un javelot, hop, il est à l'hôpital. Et en fait, toi, moi, cette saison-là, depuis que je fais du haut niveau, je crois que c'est la saison où je suis le plus nul. Je crois que j'ai un truc, la thyroïde et tout. Je fais une saison nulle. C'est 2007, c'est ça? 2007. Je fais une saison pas terrible. Et quand il revient, en fait, je retrouve mon adversaire. Ouais. Au championnat de France à Bordeaux. Championnat de France à Bordeaux et tout. Et je me dis, ah voilà, il est revenu, on va se taper. Ah non, mais c'est vrai. Et je gagne.
Si je dis pas de bêtises, il doit faire 7,97 ou 10. Et moi, je fais 8 mètres. 8 mètres 00. Ma meilleure performance de la saison. J'ai retrouvé mon gars. Il est revenu, il est de retour. Et après, l'été, tu vois, c'est là où je disais, là, tu crois que, non, l'été, il fait 8,42 à Pierre-Bénite. Ok. Non, moi, je me souviens aussi de ma réaction au moment de son accident. C'était sur les chaînes info, tout ça. Et on a l'habitude de voir des trucs sur les chaînes info, mais sur des gens qu'on connaît pas. Mais quand tu connais la Ouais, non, personne, c'est ça. c'est pas pareil. Non, ouais, c'était surtout après avec le recul quand on te raconte les Mm. coulisses du truc. Tu te dis mais en fait c'était très grave. Il aurait pu mourir 10 fois. Ce jour-là, je dis, ouais, il va bien, il est revenu plus fort. Ouais. C'est ça qui est incroyable. Ah ouais, c'est ça. Pour revenir à toi, tu demandais souvent la claque, non? Dans les concours. Ouais. Mais il n'y a pas eu une fois, c'était au Mondiaux de Pékin, où personne n'a Ouais. répondu et où ça t'a déstabilisé, c'est ça? Ça m'a énervé. Ça m'a énervé. Et en fait, je suis bête parce que, de toute façon, j'avais deux adversaires chinois. Donc, je me doutais bien que, déjà. Et en fait, à un moment, je sais pas pourquoi. Je demande, je saute, il n'y a pas de retour. Je sors un peu du concours. Et au sixième essai, je me lève. Physiquement, je me sentais très, très, très bien. Peut-être la meilleure forme de ma carrière. Peut-être. Et bah, j'avais battu mon record quelques semaines avant. À 35 ans déjà. À 35 ans, ouais. Et là, je me dis, ouais, je vais les punir. Je vais les tuer. Et en fait, j'y vais, je suis dans ce truc-là de, si tu veux, je demande pas la claque forcément pour avoir les appuis du public. Moi, ça me permet de me poser. En fait, une fois que j'ai pas pu demander la claque, toi, je me pose, je me concentre sur mon truc, et après, toi, je me lance. Et là, je m'installe, je suis là, je demande pas la claque, et je suis dans ce truc-là de, ouais, je vais les punir. Et je m'élance. Et en fait, je regarde pas le drapeau. Et je regarde pas Renault qui me faisait signe d'attendre. Mm. En fait, j'avais du vent de face. Et là, je pars bah, comme un zozo. Comme quand j'avais 15 ans, j'ai vu ça. Je me retrouve trop loin de la planche, j'allonge. Fin de l'histoire. Tu vois, manque de lucidité au bon moment. Là où habituellement je l'ai, là sur celui-là, peut-être que ça a été la médaille mondiale que j'aurais pu décrocher. Je sais même pas s'il y a 8,20. Je crois que c'est moins de 8,20 la médaille de bronze. La claque, certaines personnes la demandent pour qu'on les regarde, justement. Il y a de ça. Vraiment, après, on a un sport individuel, mais tu as énormément de choses qui se passent sur la piste. Et ouais, quand il y a un truc là-bas de l'autre côté, quand t'es en championnat, les hymnes qui coupent, des fois ça peut être galère. Te retrouver dans un stade de 30 000 personnes, tu peux te retrouver tout seul. Et ça fait bizarre. C'est une façon, oui, d'attirer le truc. Et je t'ai dit, moi, je la demande. Toi, comme ça, ça monte en pression. Et après, je prends le temps de redescendre et d'y aller. Mais au final, tu l'écoutes pas vraiment, la claque. Je l'entends pas. Parce que le rythme, parfois, le rythme n'est pas du tout bon. Oh, elle est farfelue. C'est ça, donc ça sert à quoi au final? Non, et en fait, moi, je sais que quand je la demandais, c'est moi qui donnais le tempo. Ouais. Mais les gens accélèrent automatiquement. Et ça, je crois que les mains chauffent, ils en ont marre de taper derrière moi. Donc moi, je la demande très lentement, après j'y vais. Comme ça, je me dis, le temps qu'ils accélèrent, je suis parti. Je les laisse faire, et tu vois, en championnat de jeunes, là, quand je vais voir les championnats de jeunes et tout, 99%, les jeunes, quand ils demandent la claque, ils mordent. En fait, ils prennent pas le temps de se poser. Donc eux-mêmes, ils sont là, ils s'excitent et ils partent sur cette excitation. Du coup, bah, ça en met trop plus. Et vraiment, à 99%, ça mord. Ça n'est presque marrant quand tu vois ça d'extérieur. Et ça me fait une bonne transition parce que je voulais qu'on parle de prépa mentale. Parce que t'en as fait. J'en ai fait. C'est quelqu'un qui t'avait conseillé d'en faire, c'est ça? Ouais, pareil, 2014. 2014, je suis sur une période, alors, je me sépare avant Zurich. Donc je me sépare, puis pareil, je suis en train de chuter. À ce moment-là, j'ai une discussion, ou peut-être plutôt, c'est même pas une discussion, mais c'était plus un monologue de Renaud qui me secoue un peu. Qui me secoue, je relève la tête, je fais médaille à Zurich. Donc on est en août. En octobre, je perds mon père. Mon père décède. Et en fait, au moment où je reprends les entraînements, Renaud il me dit, ouais, t'as beau être fort mentalement, là, c'est trop. En fait, c'est beaucoup trop pour un homme. Et donc, je préfère, là, voilà, si tu as des choses à évacuer, toi, t'évacues. Et donc, j'ai commencé à travailler avec Meriem Salmi. Pareil, t'arrives, je sais pas quoi dire. En fait, bah, tu discutes, hop, et à un moment, sur une phrase anodine, elle rebondit. Et je sais plus, je crois que j'avais dit on, ouais, on. Elle me dit qui on avec le coach. Elle me dit non, c'est pas on, c'est toi. Il dit le coach, lui, son travail, c'est de préparer, tac, tac, tac. Les jours de la compétition. Il dit, c'est toi, lui, il est assis en tribune, il te regarde. Il dit, entre les essais, il va te donner des trucs, mais quand tu vas faire ton sixième essai, lui, il est assis, il peut plus rien faire pour toi. Il dit, ah ouais. Donc, en gros, prends tes responsabilités aussi. Tu le faisais pas?
Bah ouais, est-ce que des fois, les athlètes oublient de faire? En fait, prends tes responsabilités. Le coach, il va te donner des choses. Si ça marche pas, ben, chacun va se regarder. On va analyser ce qui n'a pas été. Si on a besoin d'autre chose, on fait autre chose. Si on a besoin de plus de ça, si on peut plus rien s'apporter, ben, on s'arrête. Mais c'est pas, ouais, c'est ta faute, non, c'est ta faute. T'analyses. Et tu vois, ouais, la prépa mentale, moi, ouais, ça m'a servi, je pense, pour pas craquer. J'en ai fait sur le tard, mais ça m'a permis, ouais, 2015 de battre mon record, 2016 de retourner au JO 12 ans après les premiers. Et donc, est-ce que maintenant, avec le recul, tu peux te dire, bah, à tel moment de ma carrière, je j'assumais pas la responsabilité de telle ou telle chose, mais maintenant, je sais que oui, c'est moi qui ai fait certaines erreurs? Ouais, il y a un concours en particulier où je sais que où l'erreur elle vient de moi et peut-être que ce jour-là, j'étais pas en mode compétition ou je sais pas trop ce que je faisais là d'ailleurs. C'était meeting de Reims en 2008 où je fais 8,08 en sautant quasiment du tartan. Je loupe donc en gros il y avait plus de 8 ans au saut. Je loupe la qualif des Jeux de Pékin là à ce moment-là. Parce que derrière, j'avais le meeting du Stade de France, où je savais que c'était pas un très bon sautoir. Ça sautait pas forcément très très loin. Et championnat de France à Albi, avec le risque qui est trop devant. Et c'est ce qui s'est passé. On commence le concours avant le phase. Après le concours tourne, le vent tourne et tout. Et ouais, à Reims, peut-être mentalement, j'étais pas dans la compétition. Mais c'est quoi le bon état d'esprit au départ d'un concours? Quel état d'esprit il faut avoir? Ça dépend peut-être si on cherche la perf ou la place, mais... Le bon état d'esprit, c'est être sûr sans avoir de certitude. En fait, être sûr, je savais que, toi, sur les championnats, je savais que j'arrivais au championnat, j'allais être en forme. Ça, c'était, peu importe le coach, que ce soit Yves ou Renaud, je savais que quand j'allais arriver au championnat de France, physiquement, j'allais être prêt. Donc, j'avais cette certitude. Mais après, j'avais ces craintes, justement, quand je te disais ces petites boules d'angoisse pour faire la performance. Donc, je recherchais ces trucs-là donc ouais, l'état d'esprit, c'est ça. Faut être sûr de quelque chose et avoir un doute sur si tu arrives en disant ouais, tu vas te faire tordre. Ouais. Il y a d'autres fois où j'étais sûr de ma technique et le physique, bah, on va voir sur place. On va voir sur place. Je me souviens d'un championnat, bah, c'était quand 2018, mon dernier titre. En fait, je fais les interclubs, je me fais mal aux interclubs, donc je me fais un truc à l'ischio, c'est tout. Le coach il me dit bah rendez-vous au championnat de France. Donc on avait quasiment un mois ou un peu plus. Donc j'ai pas ressauté. Et à toi, à ce moment-là, j'ai aucun doute sur le physique. À ce moment-là, le coach, c'est tout. J'ai confiance en son travail. Et lui, je pense que inversement, il a confiance dans mon état d'esprit. Mhm. Il va se dire, il va arriver là-bas, il va se battre. Donc c'est tout. Je fais aucun concours. On a le concours de qualif, je le fais en footing pour qualifier, pour histoire de ne pas me fatiguer. Et en finale, ouais, j'arrive avec le truc et là, ce jour-là, ouais, j'ai les jambes. J'ai les jambes, mais j'ai pas les repères. Donc toi, petit à petit, je commence bien le concours, et après on me repasse devant, je réponds. Ouais, c'est bien tout ça, mais il y a encore des qualifs à aller chercher, hein, faut aussi. T'as le championnat, mais là, t'as une qualif à aller chercher aussi. Donc, je mets les choses en place. Et pareil, à un moment, j'enregistre une sensation. Au cinquième essai, et là, ça va passer. Sixième, 8, 13. Comment t'expliques ta longévité? Parce que là, ton dernier titre, t'avais 38 ans. C'est ça. C'est facile à calculer avec toi parce que t'es né en 80, donc j'ai beau pas être très bonne en maths, je m'en sors. Comment t'expliques ta longévité? Bah, déjà, on va parler de génétique. Merci les parents. Le deuxième, c'est les coachs. J'ai eu deux coachs intelligents, deux coachs passionnés. Donc, moi, dans le cheminement, dans la façon de travailler et tout, c'était pas, non pas chercher à me casser ou autre. Moi, je fais 72 kilos en poids de forme, 71, 72 kilos en poids de forme. Ils se sont jamais dit, ouais, faut que tu fasses 80. Ouais, tu vas manger de la muscu à fond et parce que là, je me serais pété et autres. Donc, et toi, les deux, en fait, ça a été sur deux périodes différentes de ma vie. Yves, ça a été entre 19 ans et 29 ans. Donc là, tu es un jeune athlète en devenir. Donc, dans l'apprentissage, dans la façon de travailler, ouais, c'était bien. Il y avait une progression linéaire. Et après, quand j'arrive chez Renault, à 29 ans, 30 ans, j'avais sur mes 30 ans, c'est plus la même chose. Surtout, tu arrives avec ouais, le genou un peu usé. La pliométrie, on va en faire
mais on va en faire moins. On va en faire moins. À la place, on va remplacer par tel exercice. Et la saison d'après, ouais, l'année dernière, on a fait ça. Et en fait, t'as mal réagi et tout. Donc ça, on va le virer. On va rajouter. Oh, que des trucs comme ça. Tu vois. Et pareil, toi, à 30 ans, il m'a pas entraîné comme si j'avais 20 ans. Il m'a pas cherché à, toi, des fois, il disait, ouais, c'est mieux de s'arrêter 3 jours que 3 semaines. T'arrives, t'as un peu mal à ça. Ok, fais autre chose. Faut pas ne pas s'entraîner en fait, mais fais autre chose. Tu t'entraînes sur quelque chose qui te ramène pas de douleur. Donc à un moment t'as mal à l'ischio, ben, tu vas faire du travail de pied. La corde à sauter, bondissement, des trucs comme ça, toi sur place, fais pas de douleur. Donc tu continues à t'entraîner comme ça et voilà quoi. Dernier truc, je pense que j'ai compris assez vite que mon outil de travail, c'était mon corps. Donc il fallait en prendre soin. Donc dans l'alimentation, dans les trucs comme ça, je faisais attention. Et l'envie de faire de la compétition, l'envie de me confronter aux autres, ça aussi, ça m'a aidé. Ça m'a aidé à continuer. Et la performance. Je t'avoue que il y a 32 ans, je me battais pour faire 7 mètres, on serait déjà arrêté depuis bien longtemps. Hein. Ouais. Mais à l'époque où tu as failli arrêter, tu avais aussi perdu ton contrat fédéral, c'est pas ça? Ouais, je sortais de 2 ans. 2011, je m'étais blessé, mais j'avais quand même réussi à faire la saison en bricolant. Et 2012, fin 2011, je me reblesse à l'ischio. J'avais une désinsertion partielle de l'ischio. Je me reblesse. Donc toute la saison, je galère un peu. Je loupe les jeux. Je loupe les jeux. Et en fait, en fin d'année, donc mon contrat fédéral s'arrête. Mon contrat chez Adidas s'arrête aussi. Donc en fait, je me retrouve sans rien. Je me retrouve sans rien et là, tu te dis ouais. Et là, tu me dis bon, peut-être que de toute façon, clairement, ton métier c'est la clé. Donc fais 2013. Je fais 2013. Je me blesse au genou. Fin d'année 2013, je suis proche de m'arrêter. En fait, je vais faire les Jeux de la Franco à Nice. Et tout l'été, je fais rien, je me soigne un peu, je soigne mon genou. Et au jeu de la Franco, après la compétition, je vais voir Renaud pour lui dire que j'arrête. Et lui, il me dit, ouais, l'année prochaine, c'est les championnats d'Europe. Il me dit, ah, ça serait dommage de t'arrêter sur ça. En fait, comme s'il avait senti, il avait vraiment senti, j'avais encore rien dit. Hein. Ah, ce serait dommage de t'arrêter et tout. Il me dit, en plus, tes années européennes, ça te réussit bien. Et là, je me dis, ah, il y a dans ma tête. Donc tout le retour entre Nice et Saint-Quentin, je cogite et je rentre et annonce que je continue, que je refais une saison, forcément. Toi, tu pars en disant c'est ma dernière compétition, je prends ma retraite, et tu rentres 2 jours après en disant ouais en fait je continue, tu vois. Donc ouais. Et ouais ce truc-là, ouais, voilà, tu retournes quoi, tu retournes au charbon. Donc tu as fait les Jeux de Rio 12 ans après tes premiers Jeux à Athènes. Donc tu avais 36 ans. Tu es en finale à Rio, ce que tu n'avais pas réussi à faire à Athènes. Ouais. Qu'est-ce qui avait changé? En quoi le CAF de 2016 il était différent du CAF du 2004? Ouais, il y a plusieurs choses. Déjà, 2004, je suis dans la découverte. Premier grand championnat. Même en jeune, j'avais pas fait de championnat. Premier championnat, il y a tout un truc. Déjà, t'arrives au village, mais pas forcément. J'étais pas spectateur. Tu l'es un petit peu, mais j'étais pas en train de me dire, bah, tiens, qu'est-ce que je fais là et tout. Donc, j'étais bien physiquement. Je pense l'expérience, parce que pour le coach, pour Yves, t'es nouveau aussi. Ouais. Aussi nouveau. Donc, on apprend sur le truc. Je fais pas des mauvais jeux, dans la mesure où je fais 7,99. Je crois que je suis 13e ou 14e. Je vais être 14e parce qu'il y a le 13e, il est à égalité avec le 12e à 8,06. Ok. Donc je fais 7,99. Déjà, on nous avait dit, historiquement, les qualifs, c'est jamais passé au-dessus du mètre. C'est 7,90, 7,95 et tout. Ok, donc t'as cette information. Et moi, je fais 99 au deuxième essai. Et en fait, moi, qu'au troisième essai, je me sens pas en danger. J'étais dans les qualifiés, c'est à ce moment-là. En fait, je fais mon troisième essai, je me sens pas en danger. Peut-être que si on m'avait dit, ouais, c'est 8 mètres, faut absolument faire 8 mètres, sinon tu te fais jeter. Donc ouais, je fais 99. Je lui ai dit à ce moment-là, j'ai pas le métier de regarder ce qui se passe ailleurs. Toi, maintenant, sur la fin de carrière, tu as sauté, mais tu t'intéresses à ce qui se passe dans le concours d'à côté, où tu as les personnes qui te donnent les infos, ouais, t'es 8e, t'es 12e, c'est ça. Donc tu t'intéresses, et là tu te dis, je suis 10e, il y a 3 gars qui ont mordu, toi c'est chaud. À ce moment-là, j'ai pas ce réflexe. C'est même pas un réflexe, c'est que moi je fais mon premier championnat. Ouais. Donc j'ai pas ce mécanisme.
je me sens pas en danger, je suis mort mon troisième essai. Ah ouais, c'est bien, ouais, mais non. Donc je pense que ça a été une des différences. Ouais. Parce qu'à Rio, je prends ma place en finale au troisième essai. Parce que à ce moment-là, je sais très bien que je fais pas partie des 12. Donc je saute vraiment pour y aller. Et je sais à peu près à combien ça se joue. Voilà la différence. Ta médaille préférée, c'est la première, celle de Barcelone. Et le pire souvenir de ta carrière? Le pire, c'est dur d'en choisir un parce que vraiment maintenant, avec le recul de la fin de carrière, des fois de te dire où est-ce que ça a pêché pour avoir plus de médailles. En fait, je sais par exemple à Eugene, en salle. Eugene, c'était Portland. Portland. Pardon. Portland, en salle. Je me suis fait sortir en qualif. Pourtant, je viens de faire 8-23 en salle, 15 jours avant. Mais pareil, je passe à côté du championnat. Je finis 9e. J'ai pas les 3 autres essais. Pékin, pareil, toi, le fait de partir, tout ça, c'est des regrets. C'est des regrets sans en être. C'est tout. Toi, je m'arrête pas sur ça. Je pense que j'ai vécu assez de belles choses dans l'athlé, que ce soit à travers les médailles, les compétitions, les personnes que j'ai pu rencontrer, pour avoir des regrets sur ces championnats-là. Donc c'est tout, c'est passé et continuer à avancer. Et t'as plusieurs médailles d'argent, mais t'as pas de médaille d'or internationale. C'est pas un regret non plus? C'est pas un regret parce que j'aurais tendance à dire que on gagne l'or et quand t'as de l'argent, c'est que t'as perdu, en fait. T'es le premier perdant. Ouais, c'est le premier perdant. Alors que toi, Barcelone, j'ai gagné l'argent. Ouais, t'es allé le J'ai chercher. gagné, j'étais pas sur le podium. Il y a d'autres compétitions où ouais, j'ai perdu parce que peut-être que ce jour-là, j'aurais pu faire plus et faire mon travail, sans aller au-delà, faire juste mon travail et gagner l'argent. Mais non, non, à Barcelone, par exemple, ouais, je bats mon record. Ouais. Donc ça veut dire j'ai été au-delà de ce que j'avais déjà fait. Par contre, si l'argent avait été à 8,10, l'or avait été à 8,10 et je fais de l'argent avec 8,05, ouais, peut-être que j'aurais dit Ouais. ouais, il fait quoi, 47? 8,47, j'ai jamais fait 8,47. Je vais pas te Ouais. dire, ouais, j'ai perdu l'argent. J'ai perdu l'or. J'ai vu qu'il y avait un de tes enfants qui faisait de la longueur maintenant. Oui. T'es quel genre de papa dans les tribunes? T'as un regard différent des autres parents, je suppose. Ouais, c'est horrible pour moi, en fait. C'est horrible pour moi. Je me rends compte que c'est horrible pour lui. Il a quel âge? Il a 13 ans. Ok. Il a 13 ans. En fait, tu vois, petit, quand il a commencé petit, après il a fait autre chose. Là, il est retourné depuis la saison dernière. Donc déjà, petit, quand il y allait, j'essayais de l'accompagner. Donc, t'es de l'autre côté de la balustrade. T'es pas forcément d'accord avec ce qu'ils font et tout. Quand ça te grattait la tête. Mais tu dis, il est petit, c'est pas grave. Bon, j'y allais de temps en temps, c'est pas y aller trop. Là, quand il est retourné, donc l'année dernière, il avait 2 ans, il va, il fait ses trucs et tout. De temps en temps, je vais à l'entraînement, mais de loin. De loin, j'observe, je regarde, parce que j'ai pas envie de le troubler, j'ai pas envie. En fait, ma présence, si tu vois, à chaque fois que j'arrive quelque part, on va dire, ah bah il y a Cafétien Gomis, donc le champion, c'est le père de Maceo qui... Donc tu viens mettre une pression sur le petit. En gros, s'il réussit, c'est parce que c'est mon fils, tu vois. Et s'il réussit pas, ben, t'es pas comme ton père. Ouais, c'est dur. Hein. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Donc, j'essaie de pas m'impliquer, mais de temps en temps, quand même, toi, la dernière fois, il avait des problèmes de ramener. Donc, je lui ai demandé, est-ce que ça te dérange si je vais à l'entraînement pour... Il m'a dit, non, il n'y a pas de souci. Donc, je suis allé, j'ai fait une séance, pas qu'à lui. Toi, j'ai pris le groupe, j'ai demandé au coach. Donc, j'ai pris le groupe, hop. Toi, derrière, en plus, sur la compète derrière, il bat son record et tout. Donc, quand c'est comme ça, toi, ça va. Ouais. Ça va. Et pareil, moi, je me souviens de la première compétition qu'il fait. Il accompagne. Et en fait, je me mets complètement en retrait. Mais loin. Il y avait une sorte de petite butte comme ça. Et je suis en haut de la butte, mais je suis très loin. Et je le laisse faire son truc. Lui, il avait cette crainte que je sois accaparé par d'autres personnes. Oui. Quand en fait, je sois venu pour lui, mais au final, que je m'occupe pas de lui. Et en fait, au fur et à mesure de la compétition, là, je voyais qu'il me cherchait du regard, donc je me rapprochais, je lui donnais des conseils, des trucs comme ça. Et au final, on a réussi à trouver chacun sa position, chacun sa ligne. Mais c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Et après, toi, tout à l'heure, au début, je t'en parlais par rapport justement à l'entraînement. Aujourd'hui, moi, je suis dans une position où je peux pas me permettre d'aller entraîner gratuitement, d'aller au stade pour m'occuper de mon fils, alors que ça sera un plaisir pour moi. Ouais. Ça, c'est vraiment un plaisir de m'occuper de lui et d'autres athlètes. Donc, je l'ai fait la saison dernière, je l'ai fait 2 fois dans la saison. Et voilà, c'est la limite que je peux me permettre en fait. Ouais. Tu vois. Tu penses qu'il a eu envie de faire de la longueur parce que
Il a suivi ta carrière ou il était trop petit? Non, lui, il a suivi ma carrière parce que il est né 2010, donc l'année de Barcelone. Donc derrière, tu as quand même eu Zurich, il y a eu les Jeux. Et après, on a la chance d'avoir YouTube Ouais. et autres pour permettre de voir les vidéos. Donc oui, non, il a voulu faire de l'athlé peut-être par rapport à ça. Après, la longueur, aujourd'hui, il est en train de pousser et tout. Et toi, moi, je le verrais plus dans une autre discipline par rapport à sa morphologie. Et après, de toute façon, c'est pas maintenant que ça se joue. Donc, qu'il se fasse plaisir, qu'il se développe. Un jour, il trouvera sa discipline. Et si c'est la longueur, je l'accompagnerai comme je peux. Mais moi, je devrais plus sur du 400. C'est pas la discipline la plus facile. Je pense que même c'est la plus dure. Je pense, hein. Après, je vais pas me faire frapper par faire des Les coureurs coureurs plus de vite 8 ou les ou coureurs de 15. déjà. Et ouais, 400, ça peut être très violent. J'ai vu que tu étais préparateur physique d'un club de volley maintenant. Ouais. Comment tu t'es retrouvé à travailler avec des volleyeurs? J'ai pas trouvé de challenge dans la clé. Alors, c'est pas de challenge. J'ai pas trouvé de contrat qui me permette de vivre. Mhm. Tout simplement, enfin, j'ai des enfants, donc je peux pas. Le bénévolat, c'est beau, mais aujourd'hui, je peux pas. Donc, j'ai commencé par faire d'abord du coaching. Coaching un peu particulier. J'ai essayé d'accompagner des jeunes, notamment des footballeurs, dans leur développement. Mon premier cobaye, ça a été un de mes neveux qui faisait sa première année en senior à 18 ans et derrière qui est parti qui partait à Lorient. Il partait à Lorient, donc il suit sa carrière. Donc je l'ai accompagné dans ça. Justement, je lui ai apporté au-delà de la préparation physique, je lui ai apporté aussi le côté professionnalisme, Mhm. un peu plus de rigueur dans ce qu'il fait au niveau alimentation, au niveau récupération. Donc quand on allait faire des côtes et je lui sortais un tonneau avec des glaçons et tout, voilà, tous ces trucs-là, c'est pas des choses qu'il aurait fait de lui-même. Ouais. C'est pas des choses quand tu es dans un club amateur, c'est pas des choses auxquelles tu as forcément accès. Donc lui, il avait la chance d'avoir un tonton, Un vrai tonton pour le coup. un vrai tonton pour le coup, qui a fait du sport de haut niveau et je l'ai accompagné dans ce truc-là. Mhm. Donc voilà, en accompagnant comme ça des jeunes sportifs, il y a l'entraîneur du volley que je connaissais d'il y a très longtemps, que j'avais connu en tant que joueur, qui m'a proposé un prépa physique des volleyeurs. Ok. Donc du coup, j'ai réfléchi. Le choix a été rapide parce que j'ai ma belle famille qui est dans le volley, Ok. donc j'étais entouré. Donc si j'avais des doutes, je posais la question et voilà. Ouais. Donc pas la peur de se tromper parce que de toute façon, ça fait partie aussi du métier, d'entraîneur, de préparateur ou autre. L'erreur, ça fait partie du métier. Donc le tout, c'est la reconnaître et l'identifier, de la modifier plus tard. Donc là, j'essaie d'avoir un échange pas mal avec les joueurs pour qu'ils me donnent leurs sensations. S'il y a des choses que je dois rajouter, des choses que je dois enlever. Et voilà quoi. Ok. Je vais te poser la question que je pose à tout le monde. Ce que j'aime le plus dans l'athlé, c'est que c'est un sport universel qui peut être pratiqué par tout le monde. Qu'est-ce que toi t'aimes le plus dans l'athlé? Que j'aime le plus, c'est difficile. Déjà, j'aime la compétition, la confrontation. Mhm. Et tu vois, des fois, elle est frustrante parce que quand tu fais du 100 mètres, la confrontation, elle est tous ensemble. Quand tu fais un concours, c'est à toi, à moi. Mais ouais, la compétition, j'aime bien. Et après, comme je disais, tu rencontres beaucoup de personnes. C'est ça qui est... Ouais. Tu vois, que tu fasses un meeting, un championnat, tu te retrouves, championnat se retrouve déjà, tu as 70 athlètes qualifiés, tu as tous les autres pays, donc voilà, c'est sur ces rencontres-là en fait. Moi, j'ai des amitiés qui sont nées dans l'athlé, qui perdurent au-delà des stades et des entraînements. Voilà. Donc, ouais, je pense que c'est cette chose-là que je garderai. Mais la compétition quand même. Surtout quand tu gagnes. Ouais. Non, même pas quand je gagne, parce que tu sais, quand je gagne pas, je repars à l'entraînement et je reviens pour me venger et pour réussir en tout cas. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Est-ce que je vais... Ouais, oui et non, je pourrais rajouter encore plein de choses. Non, après, justement, toi, par rapport à notre génération, notre état d'esprit et tout, nous, je pense qu'on a fait en tout cas en équipe de France, on a fait de l'athlé un sport collectif. Parce que nous, on avait un besoin d'être ensemble. À Athènes, aux Jeux, si on était 5, 6, 7, des fois 10, on marchait, des fois les plus anciens nous disaient ah, mais vous n'êtes pas dans le quartier ici. Hein. En fait,
pense qu'on avait peur parce que c'était les jeux, c'était le truc. Et notre façon de nous réconforter, c'était d'être ensemble. Ouais. Donc, nous, dans les chambres, on était ensemble, dans les trucs et tout. Après, par la suite, dans les championnats, on avait tout le temps les portes ouvertes. Donc, chacun allait dans la chambre de l'autre, dans les discussions. Peut-être qu'on a été la première génération à parler de nos contrats, à échanger sur nos contrats et tout. Ouais, ben moi, j'ai ça. Wow, comment ça, toi? Mais c'est pas possible. Mais tu vois, ces trucs-là, ça permet derrière de dire, ben non, t'appelles ton sponsor, tu dis, ouais, mais là, lui, il a ça. Après, tu renégocies tes contrats. Et j'ai l'impression que ce truc-là, c'est petit à petit, ça se perd. Que tout le monde, toi, ça devient individuel. Tout le monde. Après, c'est les générations qui font ça. Toi, là, faut montrer un beau truc. On a tous des Instagram, bah, tu veux te mettre en avant toi, Non, nous, on était ensemble et on faisait progresser les choses pour nous, pour le collectif, que la clé aille mieux. Et pas pour que moi, au final, même si toi, t'allais mieux. Mais c'était dans certaines discussions, les primes sur les médailles. Parce qu'on en discutait, trucs, et d'un coup, t'apprends que, en fait, il n'y a jamais eu de primes sur les médailles. Ah ben non, on se rebelle, on en parle. On dit, ah ben non, on veut les primes sur les médailles. Donc, parce que là, à ce moment-là, quand on en parle, on est 10, t'as 10 loustiques comme ça, assis, en train de te dire, bah ouais. Et toi, à ce moment-là, ben, c'est pas... alors que quand on en parle, il y en a peut-être un ou deux qui peuvent avoir une médaille, tu vois. Ouais. Les autres, on ne sait pas. Nous, mais tous, on se met devant pour défendre une cause commune, qui est la clé, qui est l'athlète. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que tout ça se perd un peu. On veut se mettre en avant individuellement. Alors c'est malheureux, toi, on se retrouve à faire des appels aux dons pour son truc, alors que peut-être que si les athlètes s'asseyaient, se regardaient dans les yeux en se disant bon, il y a un truc qui cloche, il y a certains qui bouffent, il y en a d'autres qui bouffent pas. Donc qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois? Toi, quand je dis ça, c'est pas une critique parce que moi, sur la fin, j'ai dû adopter également ce système, toi, Instagram, les trucs, l'image, parce que c'est comme aujourd'hui, c'est comme ça. Si tu le fais pas, par contre, si ces jeunes ils le font pas, bah, ils ont tout à perdre, tu vois. Donc je suis pas en train de jeter une critique sur eux en disant ouais, ils n'ont pas le choix. Mais peut-être que si à côté de ça, ils étaient plus soudés sur certains sujets, peut-être que ça pourrait faire avancer d'autres choses. Mais là, c'est une belle génération qui arrive, il y a des talents, il y a de quoi se mettre devant la télé et avoir beaucoup d'émotions. C'est clair. Vraiment. Et je pense que l'année prochaine, on aura de belles émotions. Oui, on attend de suivre ça. Si tu n'as rien à rajouter, je vais juste te remercier. Ouais, c'est moi qui te remercie. Bonne continuation dans tes nouvelles aventures. Merci beaucoup. Salut. Merci CAF d'avoir accepté mon invitation. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Donnez un coup de pouce au podcast en laissant 5 étoiles et un commentaire sur Spotify et Apple Podcast. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et vous pouvez également soutenir le podcast via le lien disponible dans les notes. Merci et à la semaine prochaine.